Que se passe-t-il si cette gélule contient un placebo? Le patient n'a pas kein Wirkstoff. de substance active. Und Et un placebo, que se passe-t-il si c'est un placebo? Oui, c'est cela, il n'y a pas de substance active. Nous lui montrons le dossier du patient. Le professeur Schweitzer semble consterné aujourd'hui en constatant l'état de Gerhard Lehrer au moment où il a participé aux essais. Oui, selon... Il faudrait regarder cela d'un peu plus près. Nous avons tout cela en anglais aussi. 2,5, 5, 10 mg. C'était les 3 dosages. Vous êtes conscient que ce n'était pas sans danger? Oui. NIA 3 et 4A, ce sont des patients très gravement malades. Est-ce raisonnable les essais contre placebo dans ces conditions? En principe, non. Les essais contre placebo sont problématiques. Si vous soumettez une étude à une commission d'éthique aujourd'hui, elle a peu de chances d'être acceptée s'il n'y a pas un traitement de référence. Alors pour les études portant sur des pathologies graves, comme ici, on se garde bien de faire des essais contre placebo. On veille à ce que le malade bénéficie de conditions optimales. Il était donc extrêmement risqué d'administrer un placebo à un patient cardiaque comme Gerhard Lehrer. Le pire, c'est que les thérapies utilisées alors en RDA auraient pu l'aider. N'y avait-il pas d'alternative en RDA à l'époque? Si. Nous avions des patients comme lui dont la vie était en danger. Nous les traitions avec des diurétiques, parfois nous les mettions sous dialyse, ou encore sous respirateur artificiel pour combattre l'hypertension. Et nous avions de bons résultats. Le médecin affirme qu'il ignorait lui-même quel était le médicament administré au patient. Il estime n'avoir été qu'un rouage de cette machine infernale. Tout était dicté par une administration centrale. Les ordres venaient d'en haut, si on peut dire. Et en tant que médecin, vous n'aviez quasiment pas votre mot à dire. Gerhard Lehrer a eu de la chance. On l'a retiré suffisamment tôt de l'étude clinique. Comment se peut-il que des groupes pharmaceutiques de l'Ouest aient pu réaliser des essais en RDA et trouver là-bas des volontaires pour y participer? Selon Christoph Friedrich, professeur à l'université de Marbourg, le régime communiste était prêt à tout dans les années 80 pour renflouer ses caisses. L'économie est-allemande était dépassée par la politique sociale d'Erich Honecker. Elle était exsangue dans bien des domaines. En ce qui concerne les médicaments, il y avait des pharmacies où 20% des produits étaient introuvables. Et les cliniques aussi manquaient de beaucoup de choses. La RDA tout entière souffrait de pénurie dans ces années-là. La RDA dans les années 80. Les performances économiques ne sont pas au niveau des lourdes exigences sociales. Ce document interne atteste de la gravité des choses. Le ministre de la Santé de l'époque, Ludwig Mecklinger, y quémande de l'aide. Selon lui, il est urgent de puiser dans les réserves stratégiques de l'État car les hôpitaux manquent de tout. Gants opératoires, pansements, canules. La situation est plus que tendue. En 1983, au comité central du parti, le ministre de la Santé, Ludwig Mecklinger, son adjoint, Ulrich Schneidewind, un secrétaire du comité central et Alexander Schalk-Golodkowski, du ministère du Commerce extérieur, se sont réunis pour trouver comment faire entrer des marques ouest-allemands dans les caisses du ministère de la Santé. C'est là qu'ils ont décidé de réaliser en RDA des essais cliniques pour le compte de groupes pharmaceutiques ouest-allemands en échange de devises. C'était une décision d'ordre économique qui avait une priorité absolue, qui s'est d'autant plus imposée qu'elle émanait du comité central.
Ce bureau très ordinaire de Berlin-Est est dévolu à l'accueil des entreprises pharmaceutiques de toute l'Europe de l'Ouest. Il met en œuvre les décisions secrètes des dirigeants de la RDA. Berlin-Est veut gagner de l'argent, des devises fortes. Ces documents confirment que des laboratoires pharmaceutiques renommés défilaient sans discontinuer à Berlin-Est. À titre d'exemple, en 1983, une bonne quarantaine s'y sont succédés en l'espace d'une semaine. À l'époque, les cadres du PCS allemand inventent même un terme pour ce commerce de cobayes humains, l'exportation immatérielle. Ce terme englobait les biens intellectuels, et les essais cliniques sur des sujets humains en faisaient partie, car le savoir et l'expérience des pharmacologues et cliniciens est-allemands étaient excellents, et cela pouvait rapporter gros. Voilà comment on a joué avec la vie de Gerhard Lehrer. On a administré un médicament sans principe actif à ce patient cardiaque, alors qu'il avait cruellement besoin d'un traitement efficace. Ils étaient prêts à tout pour avoir de l'argent, même à vendre la santé de leurs concitoyens. C'est un scandale. Ellie Schneider souffre elle aussi. Pour elle et sa fille, c'est tout un monde qui s'effondre. Jamais elle n'avait douté du système de santé est-allemand. La déception est immense. Les Allemands de l'Est avaient entièrement confiance en leur système de santé. Et chaque patient pensait qu'il bénéficierait des meilleurs soins. Que l'on ait accepté de telles expérimentations en RDA, où l'usage des médicaments était si rigoureux jusque-là, c'est difficile à digérer. Deux individus, deux destins, victimes de cadres du parti, avides de devises ouest-allemandes. C'étaient des larbins du système qui auraient tout vendu, peut-être leur propre mère, pour protéger l'État. Ces essais cliniques faisaient partie des fameuses exportations immatérielles. Dans les dossiers, nous trouvons des chiffres plus précis. Cette liste indique le montant en Deutschmark perçu par la RDA pour chaque essai. À elle seule, les études pour le compte de Höchst lui ont fait gagner, entre 1986 et 1987, plus de 2,6 millions de marks, c'est-à-dire plus de 1,3 million d'euros. Gerhard Lehrer, par sa participation à l'étude qui a failli le tuer, a rapporté au régime communiste 3800 Deutschmark, soit près de 2000 euros. CQFD. La RDA vendait ses propres citoyens comme cobayes. Dans ces opérations commerciales, un nom apparaît à de nombreuses reprises. Celui de l'entreprise Ostberliner Import-Export. Cette firme est-allemande dépend des services de sécurité de l'État, la Stasi. À sa tête, Alexander Schalk-Golodkowski. Il vend des armes, des ordinateurs, des objets d'art. Mais dans ses bureaux de Berlin-Est, on gère également les exportations immatérielles destinées à des entreprises de toute l'Europe de l'Ouest. Les citoyens de l'Est faisaient office de cobayes pour les pays de l'Ouest et protégeaient ainsi la population ouest-allemande contre les méfaits des médicaments nocifs. Que savait le gouvernement ouest-allemand de ces tractations à l'époque? Les ministères de la Santé de Berlin-Est et de Bonn étaient officiellement en contact. En 1988, Rita Süssmuth, alors ministre de la Santé en RFA, s'était même rendue en RDA. Elle a accepté de nous accorder une interview. Le saviez-vous en tant que ministre? L'information n'est pas parvenue jusqu'à vous? Non. Je mentirais si je disais que j'étais au courant. Si j'avais su alors l'essentiel de ce que je sais aujourd'hui, je ne suis pas sûre que je serais allée là-bas. La question est de savoir si les fabricants cherchaient là des facilités qu'ils n'avaient pas à l'Ouest. Ce qui moralement serait très discutable. La ministre ouest-allemande ignorait donc tout de ces essais cliniques durant son mandat. En visionnant des archives télévisées, nous tombons sur un personnage intéressant, Hans-Georg Wolters. Son parcours a commencé dans la politique. Wolters était secrétaire d'État au ministère ouest-allemand de la Santé avant d'intégrer le groupe Höchst en tant que cadre dirigeant.
Dans les années 80, j'étais responsable des recherches cliniques internationales chez Höchst. Quand nous avons entendu parler de cette offre, nous sommes entrés en négociation avec la RDA et nous avons conclu un marché. Hans-Georg Wolters négociait avec la RDA pour le compte de Höchst. Que savait-il du régime en place? Nous découvrons alors qu'il est lui-même originaire d'Allemagne de l'Est et qu'il était recherché par la Stasi à la fin des années 50 pour avoir refusé d'intégrer la FDJ, l'organisation des jeunes proches du régime. Un jour, la Stasi s'est présentée à mon domicile, à Berlin, pour m'arrêter. Emprisonné 9 mois dans les geôles de la Stasi, Wolters doit interrompre ses études de médecine. À sa libération, il s'enfuit à Berlin-Ouest, où il fait carrière. Des années plus tard, il noue des contacts en RDA en tant que cadre du groupe Höchst. Quand notre équipe est arrivée en RDA, après la signature du contrat, le ministère est-allemand de la Santé a dit au chef de la clinique de Leipzig ou de Dresde, « Les types de Höchst arrivent, ils veulent tester ce médicament, tu t'en charges. » Et le gars le faisait. Ça se passe comme ça dans un système de santé centralisé. Des médecins comme le Dr Schweitzer devaient ensuite réaliser ces essais cliniques. Une situation inconfortable. Des gens arrivaient, ils avaient acheté je ne sais quoi, convenu de quelque chose avec je ne sais qui sans rien y connaître, et c'était à nous de mettre tout cela en œuvre avec nos patients, dont nous étions responsables. Au temps de la RDA, il faut dire que nos patients nous faisaient totalement confiance. Alors les embarquer dans ce genre d'histoire, c'est dur. Pour moi, c'était assez problématique. C'est pour ça que je me suis tenu à l'écart. Tout était planifié et imposé de manière centralisée. Un avantage évident pour les groupes pharmaceutiques de l'Ouest. Je crois que du temps de la RDA, un médecin-chef n'avait aucun pouvoir de décision. On ne lui demandait pas s'il était d'accord pour tester des médicaments dans sa clinique. Pour les groupes pharmaceutiques, ce sont les intérêts financiers qui priment. Il faut absolument avoir un coup d'avance, car il y a beaucoup d'argent en jeu. Le but d'un laboratoire pharmaceutique, c'est d'occuper le marché au plus vite que la concurrence, qui pourrait avoir un produit similaire dans les tuyaux. Alors vous cherchez à accélérer vos essais. Et si vous pouvez réunir des volontaires plus vite en payant plus, vous payez plus. Quant à la façon dont les sujets étaient choisis et aux conditions dans lesquelles se déroulaient les essais, c'était accessoire. Höchst se sentait protégé par ses contrats avec la RDA. J'imagine que pour les entreprises de l'Ouest, ce dossier est un peu gênant. De même qu'après 1945, on a longtemps occulté le fait que des laboratoires allemands avaient fait des essais dans des camps de concentration. Loin de moi l'idée de comparer les camps nazis à la RDA, bien sûr. Ce sont deux mondes totalement différents. Mais au début, on l'a occulté aussi. Et ce n'est qu'au cours des 20 dernières années que l'on a commencé à s'en préoccuper. Les proches d'Elie Schneider et Gerhard Lehrer souhaitent que toute la lumière soit faite, car ces essais cliniques profitaient aussi bien au régime communiste est-allemand qu'au groupe pharmaceutique de l'Ouest. Pour la défense des praticiens est-allemands, il faut dire qu'ils n'en tiraient aucun avantage financier. Une partie d'entre eux étaient certainement membres du parti et persuadés d'aider l'État en lui permettant d'acquérir des devises fortes.